il y a 3 ans, me réveiller seul était ma plus grande peur. Aujourd'hui, c'est devenu ma plus grande liberté. Je sais que cette phrase peut sembler étrange, presque choquante. Quand on imagine un homme de 87 ans, vivant seul, sans sa femme, avec des enfants occupés par leur propre vie, on pense souvent à la tristesse, au silence lourd, à l'attente interminable des jours qui passent. On imagine une maison trop grande, des pièces trop silencieuses et des souvenirs qui collent au mur comme des ombres. Moi aussi, je pensais que ce serait comme ça. Je pensais que la solitude serait une sorte de prison invisible dont je ne pourrais jamais sortir. Pendant 52 ans, j'ai partagé ma vie avec ma femme Madeleine. Nous avions nos habitudes, nos petites routines presque invisibles. Le café du matin dans la même cuisine, le même fauteuil devant la télévision le soir, les mêmes conversations simples sur la journée. Rien d'extraordinaire, mais c'était notre monde. Nous avons élevé 2 enfants, Julien et Sophie. Et j'ai travaillé toute ma vie comme conducteur de travaux. Une vie simple, solide, comme un vieux pont qui tient parce qu'on l'a construit pierre par pierre. Puis un matin de novembre, Madeleine est partie dans son sommeil. Le médecin a parlé du cœur. Moi, j'ai simplement compris que le temps, ce voleur silencieux, était venu prendre ce qu'il prend toujours un jour. Je me souviens encore de ce matin. J'ai tendu la main vers son côté du lit. Le drap était froid. Ce froid-là ne vient pas de l'hiver, il vient de l'absence. Les premiers jours, la maison me paraissait 3 fois plus grande. Chaque objet semblait me regarder. Sa tasse avec les fleurs bleues sur l'étagère, la chaise où elle s'asseyait, le silence du salon. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était quelque chose de plus étrange, comme si je me retrouvais soudain devant un immense champ vide sans savoir dans quelle direction marcher. Toute ma vie, on m'avait raconté la même histoire, la solitude détruit les gens. Les voisins me regardaient avec pitié, comme si j'étais déjà une ombre. À la télévision, on voit toujours des familles parfaites autour d'une grande table, comme si c'était la seule façon d'être heureux. Même certaines personnes de ma famille m'appelaient avec une voix gênée, comme si parler à un homme seul était quelque chose d'inconfortable. Mais avec le temps, j'ai découvert quelque chose que personne ne m'avait expliqué, on peut être terriblement seul au milieu d'une foule, et profondément en paix dans une pièce vide. Je pense souvent à mon ancien voisin René. Il avait une grande famille. 3 enfants, des petits-enfants qui couraient partout le week-end. Sa maison ressemblait toujours à une petite gare, pleine de bruit et de mouvement. Pourtant, chaque fois que je le croisais dans l'ascenseur, ses yeux semblaient fatigués, comme une fenêtre fermée même en plein soleil. Un jour, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, je ne sais plus qui je suis quand personne ne me regarde. René est mort entouré de toute sa famille. Et pourtant, c'était l'un des hommes les plus seuls que j'ai connus. La première leçon que la solitude m'a apprise est simple, la routine ne t'emprisonne pas, elle te sauve. Après la mort de Madeleine, les jours se mélangeaient comme de l'eau et de la poussière. Je me levais sans raison. Je faisais du café sans envie de le boire. Les heures passaient sans laisser de traces. C'était comme regarder un écran éteint pendant toute la journée. Un matin, j'ai décidé de faire une chose très simple. Me lever à la même heure. Faire le café. Ouvrir la fenêtre. Regarder la lumière du matin pendant quelques minutes. Sans téléphone, sans télévision, sans bruit. Juste être là. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de morning routine sur Internet. Des jeunes montrent sur Instagram comment ils commencent leur journée avec du sport, de la méditation, des smoothies. Moi, ma routine est beaucoup plus simple. Un café chaud, une fenêtre ouverte, et quelques minutes de silence. Mais cette petite séquence de gestes est devenue l'encre qui empêche ma journée de dériver. La deuxième leçon a été plus difficile à accepter, arrêter d'attendre que les autres fassent le premier pas. Pendant des mois, j'attendais que mes enfants appellent. Parfois ils le faisaient, souvent non. Et chaque silence du téléphone me faisait croire que j'étais oublié. Puis un matin, devant le miroir, je me suis posé une question très simple, combien de fois ai-je appelé en premier? La réponse était presque jamais. Alors j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon fils Julien et je lui ai dit que j'avais cuisiné trop de soupe pour une seule personne. Il est venu dîner. Nous avons parlé pendant des heures. À la fin, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, « Papa, appelle-moi quand tu veux. » Nous étions 2 personnes qui s'aimaient, chacune attendant que l'autre bouge. La troisième chose que j'ai apprise concerne le corps. Beaucoup de gens pensent qu'à un certain âge,
il est trop tard pour bouger. Ils s'installent dans un fauteuil, passent leur journée devant la télévision ou leur téléphone. Mais le corps est comme une maison, si tu n'ouvres jamais les fenêtres, l'air devient lourd. Je marche chaque matin pendant 30 minutes. Ce n'est pas du sport spectaculaire. Ce n'est pas une performance. C'est simplement un pacte avec moi-même. Tant que mes jambes peuvent avancer, je leur donne une raison de le faire. Une autre habitude qui surprend parfois les gens, c'est que je parle tout seul. Littéralement. Dans la cuisine, dans le salon, en arrosant mes plantes. Au début, j'avais peur que cela me fasse paraître fou. Mais j'ai découvert quelque chose d'étonnant, quand tu parles à voix haute, tu es obligé de terminer tes pensées. Tu comprends mieux ce que tu ressens. Aujourd'hui, même les psychologues modernes disent que parler à soi-même peut aider à organiser ses idées. Les gens enregistrent des notes vocales sur leur téléphone pour réfléchir. Moi, je fais la même chose, sans téléphone. Mais la leçon la plus importante est celle-ci, tu dois trouver quelque chose qui rend le lendemain nécessaire. Quelque chose de simple qui a besoin de toi. Pour moi, c'est un petit citronnier sur mon balcon. Madeleine et moi l'avions acheté dans un marché un été. Ce n'est qu'une plante. Mais elle a besoin d'eau, de soleil, d'attention. Chaque matin, je vais vérifier ses feuilles. Un jour, mon petit-fils Lucas est venu me rendre visite. Il a regardé la plante, un peu sèche, et il l'a arrosée sans rien dire. Puis il m'a regardé et il a simplement dit, « Papy, cette plante a besoin de toi. » Ces mots, venant d'un garçon de 16 ans, m'ont touché plus profondément que n'importe quel long discours. Et maintenant, je peux te révéler le secret que j'ai découvert dans cette solitude. Pendant toute ma vie, j'ai été quelqu'un pour les autres, le mari de Madeleine, le père de Julien et Sophie, l'homme fiable au travail. Mais dans tous ces rôles, il restait très peu de place pour simplement être moi. Quand Madeleine est partie, je pensais que ma vie se terminait. En réalité, quelque chose d'autre commençait, la rencontre avec moi-même. La solitude n'est pas forcément un désert. Parfois, c'est un espace vide,